الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien en ces moments. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et surtout pour le meilleur des cas. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant auprès de vos connaissances et autour de vous, et surtout en vous y abonnant et de faire abonner tous les gens que vous connaissez. Un tout grand merci de nous recevoir une nouvelle fois chez vous et parmi vous. Cette 99e maintenant vous propose votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire le ce qui fait discussion, désormais à chaque fois entre nous. Le CQFD de votre bled Maralibia vient vers vous aujourd'hui et se consacre une nouvelle fois à ce fameux logiciel espion Pegasus pour lui donner une suite en tentant de répondre quelque peu à cette interrogation lancinante relative à l'évolution qui est réservée ou qui nous réservait au Maghreb, puisque le Maroc ne se laisse pas faire et tout simplement, tout en attaquant vigoureusement ces ONG que sont Forbidden Stories et Amnesty International en diffamation. Et c'est ainsi qu'Amnesty International et Forbidden Stories ont 10 jours pour fournir les preuves contre le Maroc. Alors que dans cet espionnage Pegasus, le président français lui-même a convoqué un conseil de défense ce jeudi dernier, tout en changeant de téléphone et de numéro face à ce nouveau spectre d'une, entre guillemets, d'une tempête dans un verre d'eau, selon un ancien chef du renseignement de la DGSE. Mais Paris n'a aucun intérêt à pousser une brouille diplomatique avec le Maroc. Et pourtant, il paraîtrait que c'est une menace inquiétante dont les responsables américains et européens se préoccupent au travers des liens existants entre cette société NSO Group et les renseignements israéliens, alors qu'au Maghreb, cette Algérie et le Polisario restent complètement muets sur le statut d'observateur accordé à Israël au sein de l'Union européenne. Et donc, pour en revenir à cette affaire d'espionnage et de ce fameux logiciel Pegasus, le Maroc attaque Forbidden Stories et Amnesty International en diffamation. Et après avoir été la cible d'accusations et critiques virulentes sur son utilisation supposée du logiciel espion Pegasus, commercialisé par le groupe israélien NSO, le Maroc a annoncé dernièrement attaquer en diffamation Amnesty International et Forbidden Stories devant le tribunal correctionnel de Paris. Et un communiqué transmis à l'agence France Presse, l'AFP, relayé par Europe 1, précise que le Royaume du Maroc et son ambassadeur en France, Chakib Ben Moussa, ont mandaté maître Olivier Baratilli pour délivrer, juste au moment de dépôt de la plainte, 2 citations directes en diffamation
contre les deux associations à l'origine des révélations. Et l'avocat du royaume marocain dénonce un procès d'intention médiatique infondé et visiblement créé de toutes pièces pour déstabiliser la relation diplomatique profonde entre le Maroc et la France. Et les fake news propagées ces derniers jours au sujet de cette affaire. Et le royaume marocain souhaite que toute la lumière soit faite sur les allégations mensongères de ces deux organisations qui avancent des éléments sans la moindre preuve concrète et démontrée. Et rabat maintenant la ligne de négation de toute utilisation de ce logiciel. Si le procès devrait être victime de la lenteur du système judiciaire et ne connaître un délibéré que dans 2 ans probablement, estime Europain, une première audience procédurale est prévue néanmoins le 8 octobre prochain devant la Chambre spécialisée en droit de la presse. Et le ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita, pointe ces assertions fallacieuses avancées par Forbidden Stories. Et le chef de la diplomatie marocaine a réagi ce jeudi dernier à la polémique sur le listing marocain de Pegasus, révélé par justement Forbidden Stories et Amnesty International, et juste comme par hasard à ces moments précis. Et au-delà de cet écran de fumée, ce coup de bluff, si je peux me permettre, monté de toutes pièces et sans preuve aucune, il convient de jeter toute la lumière sur les faits, loin de la polémique et de la calomnie, a-t-il déclaré dans une interview accordée à Jeune Afrique. Il a ainsi accusé les deux organismes de se baser uniquement sur de pures supputations, rappelant que certains titres syndiqués au sein de ce consortium servent des agendas bien connus pour leur hostilité primaire envers le Maroc et sont ulcérés par ses succès sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Fin de citation. On ouvre de nouveau les guillemets, nous mettons au défi leurs colporteurs dont Amnesty International et le consortium Forbidden Stories, ainsi que leur soutien et relais de fournir la moindre preuve tangible et matérielle en appui à leur récit. Fermons les guillemets, en tout cas ce qu'il a lancé. Et Nasser Bourita a expliqué que certains, dans ce cartel de supports médiatiques et d'ONG, n'arrivent pas à se faire à la réalité du Maroc qui réussit, se renforce et consolide sa souveraineté à tous les niveaux et pense pouvoir le mettre sous emprise. Mais rappelons que le Maroc rejette totalement ces allégations calomnieuses et dénuées de tout fondement. Et le ministre des Affaires étrangères a assuré que le Maroc a choisi de faire confiance à la justice en interne et à l'international. Donc, pour le chef de la diplomatie, ces pseudo-révélations ne valent plus que toutes les précédentes, aussi farfelues les unes que les autres. C'est tout simplement une surenchère dans l'ineptie, conclut-il. Et donc, accusé ainsi d'avoir mis sur écoute des personnalités
et des journalistes étrangers. Le Maroc engage donc un avocat, Olivier Baratili, mandaté pour déposer une plainte contre Amnesty International et Forbidden Stories. En effet, jeudi soir dernier, cet avocat a affirmé de manière catégorique que le Maroc n'a jamais eu de liens contractuels ou commerciaux avec la société NSO, fournisseur de ce logiciel espion dénommé Pegasus. Donc le Maroc n'a jamais fait appel à la société NSO et n'a jamais utilisé ce logiciel Pegasus, a martelé cet avocat, confirmant ce que les autorités à Rabat ont toujours déclaré depuis le début de cette affaire. Et pour maître Olivier Baratili, les deux ONG, au cœur de ces propos dits diffamatoires, ont 10 jours, selon la loi 1881, sur la liberté de presse pour fournir les preuves qu'elles ont ou qu'elles n'ont pas. Et la justice française est saisie, disons, et un compte à rebours judiciaire vient de commencer, a-t-il déclaré. En outre, il a aussi affirmé que le Maroc n'a rien à voir dans cette affaire et que son rôle, à lui, consistera à contrecarrer ces rumeurs qui sont totalement infondées. Il ne comprend pas, par ailleurs, que des organisations internationales aient pu inventer pareille chose dans le seul but de saboter les relations de bon voisinage que le Maroc entretient avec certains pays, dont la France. Et c'est ubuesque d'imaginer que le Maroc ait pu placer sur écoute ou entendre ou infecter un téléphone comme celui du chef de l'État français, a déclaré Olivier Baratili, avant d'alerter les médias sur la propagation de rumeurs infondées qui ne sont basées ni sur des preuves, ni sur des éléments tangibles, rapporte une chaîne de télévision à grande audience. C'est pour cette raison que le Maroc, via son gouvernement donc, et via son ambassadeur en France, Chakib Ben Moussa, m'ont demandé d'entamer 2 procédures pénales lourdes contre ceux qui sont à la source de ces rumeurs, à savoir Amnesty International et Forbidden Stories, devant le tribunal correctionnel de Paris. 2 ans déjà que le Maroc demande à Amnesty International de fournir les preuves de ce qu'elle avance sans succès, avec les proportions inquiétantes que prennent ces rumeurs. Le royaume marocain entend ne pas laisser impunis les multiples mensonges et les fake news propagés ces derniers jours. Et une première audience procédurale est prévue donc le 8 octobre prochain, a annoncé l'avocat mandaté par le Royaume du Maroc. Et dans cette même affaire d'espionnage Pegasus, Emmanuel Macron a convoqué un conseil de défense ce jeudi dernier. Et son porte-parole, ou plutôt le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, a indiqué que la France poursuit ses investigations après les révélations liées à l'affaire de l'espionnage par le logiciel Pegasus, révélé par Forbidden Stories et Amnesty International. Effectivement, des investigations ont été lancées et elles avancent et progressent aussi. Ce que je peux vous dire ce matin, c'est que le président de la République suit au plus près ce dossier et prend cette affaire très au sérieux, a-t-il confié. Et Gabriel
Attal a annoncé qu'Emmanuel Macron tiendra un conseil de défense exceptionnel à l'Élysée dédié à cette affaire Pegasus, justement, et à la question de la cybersécurité, précisément pour faire le point sur ces investigations et voir même comment on avance. Pour le porte-parole du gouvernement français, si ce qui a été révélé par les journalistes et notamment la cellule d'investigation de Radio France est confirmé et avéré, cela est très grave. Alors que face à cette même menace, Macron change de téléphone et change également de numéro. Puisque le numéro du président de la République française, Emmanuel Macron, était apparu, semble-t-il, dans le rapport de Forbidden Stories sur l'utilisation du logiciel espion Pegasus, présumé par le Maroc. France Info annonce que le président a procédé purement et simplement à un changement de téléphone et également de son numéro. L'annonce intervient après qu'un conseil restreint de défense et de sécurité nationale ait été convoqué par le chef de l'État pour faire le point sur ces investigations. Et les journalistes de France Télévisions, dont certains également de Radio France, auraient été ciblés, ont rapporté que l'Agence nationale de la sécurité et des systèmes d'information, ANSI, A-N-2-S-I, a proposé ses services aux personnes qui auraient été victimes d'intrusion de leur mobile. Et pour rappel, le Maroc a condamné mardi dernier la persistante campagne médiatique mensongère massive et malveillante évoquant une prétendue infiltration des appareils téléphoniques de plusieurs personnalités publiques, nationales et étrangères à travers un logiciel informatique, a indiqué un communiqué du gouvernement. Et la société israélienne NSO, créatrice du programme, a également nié que le téléphone du président de la République française ait été ciblé par une attaque Pegasus. Et selon un ancien chef du renseignement de la DGSE, la Direction générale de la sûreté de l'État, ce n'est qu'une tempête dans un verre d'eau. En effet, un certain Alain Chouet, ancien chef du renseignement de sécurité de la Direction générale de la sécurité extérieure en France, s'est exprimé sur les ondes de RFI, Radio France Internationale, pour donner vendredi dernier son opinion sur cette affaire Pegasus qui, paraît-il, menace de troubler les relations entre la France et le Maroc. Et il déclare « Je suis surtout surpris que ça surprenne tout le monde », commente le maître espion, qui regrette que les personnes visées ne prennent pas les précautions élémentaires que tous les services de sécurité français passent leur temps à leur seriner, notamment en matière d'utilisation de téléphones portables. Quand on a des choses secrètes à dire, on le dit sur des réseaux secrets, dit ce Alain Chouet, ancien maître espion et chef du service de renseignement de sécurité de la DGSE. Et l'ancien agent secret a ensuite considéré que Macron, comme tous les autres hommes politiques français, a été par son utilisation des téléphones d'une grande imprudence et d'une grande naïveté.
n'utilisant pas les moyens techniques protégés mis à disposition. Et il ajoute que tous ceux qui ont la possibilité écoutent les autres dans leur domaine d'intérêt. Et Alain Chouet a aussi rappelé que les services marocains s'intéressent naturellement à tous les problèmes qui intéressent la sécurité du pays, remplissant leur mission fondamentale. Mais à la question des écoutes présumées du roi Mohamed VI par à ses services, l'espion s'est montré plus prudent encore, voire même douteux. Je les vois mal prendre le risque de faire quelque chose que le roi n'aurait pas approuvé et on émettra des vives protestations si les écoutes sont confirmées, dit-il, rappelant que, concernant les écoutes de la NSA, le gouvernement proteste régulièrement sans résultat tangible. On ne va pas aller faire tout de même la guerre aux Marocains. C'est une tempête dans un verre d'eau et dans 15 jours, plus personne n'en parlera, conclut l'ancien chef du renseignement de sécurité de la DGSE. Par ailleurs, Paris n'a aucun intérêt à pousser une brouille diplomatique avec le Maroc. Effectivement, face aux accusations de Forbidden Stories sur l'utilisation du logiciel Pegasus par le Maroc, visant plusieurs personnalités médiatiques et politiques françaises, l'Élysée a choisi pour l'instant de jouer la carte de la prudence avant toute condamnation, une enquête du conditionnel et de la prudence dans tous les discours jusqu'à présent. Les journalistes de RFI, donc de Radio France Internationale, se sont posé la question de savoir si l'affaire pourrait mettre sous tension les relations entre Rabat et Paris. On n'en est pas là. Commence le journaliste qui dit croire que Paris n'a aucun intérêt à pousser une brouille diplomatique avec un pays ami comme le Maroc, rappelant l'importance de la coopération économique entre les deux pays dans parler de la lutte antiterroriste, sujet sensible sur lequel le gouvernement veut prendre ses précautions. Des précautions également avec Israël, qui a autorisé la vente du logiciel de cybersécurité, entre guillemets, offensif, par le groupe NSO, alors que les rebondissements sur l'affaire s'enchaînent. Et RFI, Radio France Internationale, rappelle cette hypocrisie d'un monde où les cyberattaques entre États sont devenues un élément essentiel, pour ne pas dire monnaie courante, élément essentiel des techniques d'espionnage, jusqu'à ce que des responsables américains et européens sont poussés jusqu'à l'inquiétude quant au lien entre NSO et les renseignements israéliens eux-mêmes. Donc, sachant aussi que ce logiciel Pegasus a déjà servi d'outil de surveillance à plusieurs gouvernements et par conséquent, il a été aussi mis au service de renseignements israéliens, ce qui inquiète les responsables américains et européens. Bien que la société israélienne NSO Group se soit taillé une réputation parmi les experts en sécurité nationale
et du monde entier, des responsables de la sécurité américains et européens considèrent cette entreprise avec une certaine méfiance. Et lors d'entretiens accordés cette semaine au Washington Post, plusieurs anciens et actuels responsables de sécurité ont déclaré qu'ils présument que la société fondée par d'anciens officiers de renseignement israéliens fournit au moins quelques informations au gouvernement de l'État hébreu sur qui utilise ces produits d'espionnage et quelles informations il collecte. Et c'est fou, mais c'est fou de penser que NSO ne partagerait pas d'informations sensibles sur la sécurité nationale avec le gouvernement d'Israël, a déclaré un ancien haut responsable américain de la sécurité nationale qui a travaillé en étroite collaboration avec les services de sécurité israéliens. Cela ne signifie pas non plus qu'ils sont une façade pour les agences de sécurité israéliennes, mais les gouvernements du monde entier supposent que NSO travaille avec Israël, ajoute cet ancien responsable, ce couvert d'anonymat. Bien que NSO soit une entreprise privée, les responsables américains soupçonnent tout de même depuis longtemps que certaines informations qu'elle collecte sont également consultées par le gouvernement israélien, a précisé un autre responsable américain tout proche du dossier. Les agences de renseignement américaines n'utilisent pas les produits de NSO, ont déclaré ces responsables américains interrogés. Et les informations que les produits NSO peuvent extraire sont les mêmes, cependant, que celles que les agences de renseignement du monde recueillent auprès de leurs cibles, précise-t-on. Un haut responsable du renseignement européen a, lui, déclaré pour sa part que depuis 2019, son pays avait confirmé qu'environ 1400 personnes dans 20 pays différents avaient été espionnées à l'aide de ce logiciel NSO. Et dans certains pays, donc, il a également été utilisé pour cibler des journalistes, des militants des droits humains, des politiciens et des hommes d'affaires, a ajouté ce responsable. Il a même reconnu que les outils de NSO peuvent être cruciaux dans la lutte contre le crime organisé et le terrorisme. Mais les incidents de gouvernements étrangers utilisent le logiciel, en particulier l'outil Pegasus de NSO, pour surveiller les journalistes et les militants des droits de l'homme, ont entaché la réputation de cette société israélienne. Et le Washington Post rappelle que le ministère israélien de la Défense examine et doit approuver la licence des produits de NSO aux gouvernements étrangers. Et il peut donc restreindre l'octroi de licences pour les outils de surveillance de l'entreprise et effectue par conséquent son propre examen des dossiers et des droits humains des pays que NSO veut transformer en clients. Un porte-parole du ministère israélien de la Défense a déclaré qu'Israël n'a pas accès aux informations recueillies par les clients de NSO. Et la société a indiqué dans une déclaration écrite qu'elle nie les allégations selon lesquelles le gouvernement israélien surveille l'utilisation des systèmes de ses clients. Et pour conclure ce présent et long feuilleton de ce Pegasus,
Nous allons ici nous arrêter quelque peu jusqu'à reprendre bien volontiers l'intégralité de la production d'un certain Mohamed Zraq, notaire de métier à Rabat, où il nous offre un texte pas moins évocateur, sous le titre d'une réplique au séisme de l'accord Maroc-USA-Israël. Donc, après l'affaire dite Ben Batouche et l'appel allemand à une réunion du Conseil de sécurité contre la position américaine sur le Sahara marocain, voici une autre affaire qui vient de faire surface. Et elle se nomme Pegasus. Car après un bal masqué français qui n'a que trop duré, il fallait bien s'attendre à ce que ce pays réagisse à son tour et à sa manière contre cette déclaration américaine sur, pour ne pas dire la reconnaissance, sur la marocanité du Sahara, mais surtout contre cette ténacité marocaine à vouloir se libérer de l'emprise française et européenne. Et cela prouve, à plus d'un titre, que la guerre des positions a bel et bien éclaté entre les nouveaux pôles de puissance de ce globe. Et Mohamed Zraq l'avait bien dit. L'Europe qui faisait partie jusqu'ici du bloc de l'Ouest a vraisemblablement été doublée par les anglo-saxons en Afrique. Et il faut bien comprendre à ce stade que les English States ont sérieusement envisagé d'investir une région jusqu'ici considérée comme une zone d'influence européenne par excellence. Et c'est l'accord entre le Maroc, les États-Unis et Israël qui a été très probablement signé le début de cette incursion anglo-saxonne dans le continent africain. Et d'ailleurs, juste après la signature de ce deal, de cet échange, de cette relation, nouvelle relation entre le Maroc et celui de l'oncle Sam, des États-Unis, la Grande-Bretagne, qui s'est détachée de l'Europe, s'est empressée de se rapprocher du Maroc pour conclure un grand nombre d'accords politiques et commerciaux avec le. Et le Maroc, quant à lui, a entrepris une série de mesures qui devaient lui permettre de se libérer de ce bagne européen. Et on ne le répétera jamais assez, l'Europe est une machine à broyer l'Afrique pour sa propre survie. Or, pour comprendre cela, il faut revenir un tout petit peu à l'histoire et plus précisément à la révolution industrielle du 19e siècle où la société européenne avait basculé d'une société à dominance agraire et artisanale vers une société commerciale et industrielle. Et depuis cette ère, l'Europe n'a ménagé aucun effort pour explorer, attaquer et coloniser l'Afrique dans le seul et unique but d'en faire le futur continent esclave de l'Europe. Les Européens étaient devenus des symboles du développement et de l'aristocratie planétaire, pendant que les Africains étaient assimilés à une race d'ouvriers subalternes soumis et affectés aux sales besognes de l'Europe. Cette Europe-là allait mettre en place un ensemble de systèmes bien imbriqués les uns aux autres pour pérenniser sa mainmise sur cette Afrique. Le début de cette ruée européenne vers l'Afrique était marqué par une politique de colonisation pure et simple,
Mais plus les pays d'Afrique s'émancipaient, plus ils étaient assoiffés de liberté, de volonté de s'auto-construire et surtout de s'auto-gérer. Cela a donné lieu à une période de décolonisation qui allait signer le départ des colons avec une intention insidieuse de maintenir sur place des systèmes d'influence politique et économique, tel est le cas en Algérie actuelle, leur permettant de poursuivre leur exploitation indirecte des pays dits décolonisés. Le plus courant de ces systèmes de subordination consistait à mettre en place des pouvoirs corrompus. C'est le cas de nouveau en Algérie, et tyrannique, qui allait continuer à servir les intérêts de la puissance coloniale. Et c'est la période du néocolonialisme et un autre système installé par les Européens et considéré par certains observateurs comme étant des plus fallacieux encore, fut celui de créer des organismes internationaux non gouvernementaux de défense des droits de l'homme et des libertés publiques, soi-disant. Et ces ONG sont affectées au contrôle de l'application des principes de démocratie et des libertés publiques partout dans le monde, tout en permettant aux États européens de commander des rapports sur les pays qui ne répondaient plus à leurs injonctions. Ces comptes rendus vont établir des conclusions de cause à effet ayant pour but de permettre une intervention directe des États européens dans les pays africains récalcitrants. Et aujourd'hui, le monde semble avoir évolué dans le sens où le nombre d'habitants a quadruplé, tandis que les richesses se sont amenuisées. Or, en Europe, les États-Unis d'Amérique, la Russie et la Chine, le gâteau ne suffit plus pour tout le monde. Et c'est ce qui pourrait expliquer cette scission entre l'Europe et les pays anglo-saxons. Mais revenons à la France, ce pays de la Révolution de 1789, celui qui a fait tomber la Bastille en signe d'abolition de l'exploitation humaine. Eh bien, il semblerait que ces principes ne concerneraient que les seuls Français ou Européens. Et quant aux Africains, eux, il n'y avait et n'ont toujours pas droit. Aujourd'hui, la France assiste à une évolution sereine de l'une de ses anciennes colonies, à savoir le Maroc, tout simplement un petit pays arabo-berbère et musulman, comme l'a décrit un blogueur de Mediapart, qui a réussi en moins de pays. Donc ce Maroc, qui a réussi effectivement en moins de 25 ans à se transformer, pour ne pas dire métamorphoser complètement et à s'aligner économiquement sur les plus hauts standards européens. Ce royaume marocain, autrefois soumis à la puissance européenne, prend actuellement son propre envol et risque ainsi d'échapper à la tirelire française. Le rappel à l'ordre était donc inévitable, une affaire rocambolesque confiée à des organisations non gouvernementales qui n'ont de l'international que le nom et du gouvernemental que l'aspect. Amnesty International est un exemple comme structure, comme une de ces structures qui marche au fioul des lobbies. Autrement dit, elle pond des rapports à celui qui paie le plus.
Et apparemment, les régimes successifs algériens sont passés maîtres en la matière de financement occulte de ce genre d'organisme. Et il en est de même de certains médias français que l'on croyait au-dessus de tout soupçon, à l'exemple du quotidien Le Monde. Et pourtant, il est bien établi aujourd'hui que ce canard, ce vilain canard, roule au kérosène algérien et français. Et la France a cependant tort de choisir une voie minée par des promesses fallacieuses plutôt que d'investir sur une collaboration plus équilibrée avec les Marocains, car sans cela, le Maroc serait obligé de revoir de fond en comble tous les accords qui le tiennent à ce pays, si ce n'est au continent européen. Et avec la puissance des réseaux sociaux actuels, le peuple marocain risque peut-être d'être le premier à prendre des décisions extrêmes qui vont à contre-courant des intérêts français, au Maroc surtout. Et la vague de boycott des produits Danone, à titre d'exemple, donne pour beaucoup à réfléchir. Et pourquoi pas? Et enfin, en guise de conclusion sans fin de ce Pegasus, l'Algérie et le Polisario demeurent muets, mais complètement muets, un silence radio total sur le statut d'observateur accordé à Israël au sein de cette Union africaine. Et c'est dans ce climat bouillonnant que ce jeudi 22 juillet dernier, Israël obtenait donc le statut d'observateur auprès de l'Union africaine. Et si la nouvelle a été célébrée à Tel Aviv, par contre, en Algérie, elle est passée presque inaperçue. Et le ministère des Affaires étrangères algérien, ce Ramadan Lamamra, n'a publié aucun communiqué sur le sujet jusqu'à présent. Un silence gêné alors qu'Alger se présente depuis des mois, du moins médiatiquement, comme le chef de file des pays arabes et africains opposés à l'offensive sioniste au Maghreb et dans le monde. Une mobilisation qui est passée à un niveau supérieur juste après l'annonce en décembre dernier de la reprise des relations entre le Maroc et Israël, officiellement, rappelons-le, rompues en 2022. La majorité des médias algériens ont également regardé ailleurs, puisque l'affaire Pegasus leur a servi tout simplement d'échappatoire. Les partis et autres associations proches du pouvoir sont restés également muets, y compris dans les rangs des conservateurs. Et pourtant, depuis le 10 décembre dernier, le sujet Israël était au cœur de toutes les attentions. Gouvernement, médias et formations politiques accusent le royaume marocain d'avoir facilité l'accès de l'État hébreu dans la région maghrébine. Et 2 jours après l'annonce de la normalisation entre Rabat et Tel Aviv, l'ancien chef du gouvernement, ce Abdelaziz Jarrad, l'avait qualifié de réelle volonté d'attenter à l'Algérie, son Algérie, comme le confirme, selon ses dires, l'arrivée à présent de l'entité sioniste à nos portes. Fermons les guillemets. Et du reste,
le Polisario également observe le même silence radio quant au statut d'observateur accordé à Israël, à l'Union africaine. Et sur les mêmes traces du département de ce Ramtan Lamamra, le mouvement de Brahim Ghali, alias Mohamed Ben Battouche, n'a publié jusqu'à présent aucune déclaration officielle sur ce sujet. Et donc, chers amis, c'est ici que prend fin provisoirement cette longue entrevue de Pegasus d'aujourd'hui, en prenant congé de vous et en refermant la séquence, la présente séquence, tout en espérant vous retrouver bientôt avec un immense plaisir, comme d'habitude, à travers ce qui fait débat ou ce qui fait discussion désormais à chaque fois entre nous. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre patience surtout, votre fidélité, ainsi que pour votre participation en nous écoutant jusqu'au bout et jusqu'au bout de vos séquences. Mais pour ma part, je vous demande de bien vouloir ne pas nous oublier et de penser à nous mutuellement, en nous aidant et surtout en aidant votre chaîne Bled Magharibia, en vous y abonnant et de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos alentours, mais surtout, de partager les séquences vidéo de votre chaîne Bled Magharibia. Mes amis, je vous dis au revoir. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.